Bonjour à tous, alors comme promis, je vais donc vous envoyer tous les lundis une petite vidéo dans laquelle donc, je vous décrirai les cours de la semaine. Donc chaque lundi, je vous enverrai cette vidéo et puis vous aurez à la regarder maximum jusqu'à mercredi. J'attendrai donc vos éventuelles questions et j'y répondrai à ce moment-là. Une fois que le mercredi est passé, je vous enverrai donc des exercices à faire jusqu'à la fin de la semaine. Et puis le lundi suivant, vous aurez une nouvelle vidéo avec un nouveau cours, dans lequel on passera évidemment au chapitre suivant. Donc pour cette vidéo, je vous rappelle qu'on était resté sur le chapitre sur la personnalité juridique. On avait dit que quand on avait la personnalité juridique, ça voulait dire qu'on avait des droits, mais aussi des devoirs. Et puis on avait dit qu'il y avait deux types de personnes juridiques. Les personnes physiques, c'est tout simplement des personnes comme vous et moi, et les personnes morales, c'est-à-dire toutes les organisations, comme par exemple les entreprises, les organisations publiques ou encore les associations, pour faire parallèle avec votre cours de management. On avait dit que pour identifier les personnes physiques, on utilisait des pièces d'identité, qui peuvent être de trois ordres, la carte d'identité, le passeport ou encore le permis de conduire. Pour les personnes morales, on retrouve ces informations au RCS, le registre des commerces et des sociétés. Alors ça concerne uniquement les entreprises. En fait, quand vous fondez une entreprise, vous devez l'inscrire à ce registre, qui est une sorte de liste de toutes les entreprises qui existent en France. Et il figure donc des informations sur ce registre, sur les personnes morales qui sont enregistrées dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve comme information? Pour les personnes physiques, sur les pièces d'identité, vous avez le nom de la personne, le domicile, sa date et son lieu de naissance. Donc ça figure par exemple sur les cartes d'identité. Pour les personnes morales, c'est la même chose, on retrouve le même type d'information, simplement le vocabulaire est différent. Le nom d'une personne morale, c'est ce qu'on appelle sa dénomination sociale. Son domicile, c'est-à-dire l'endroit où elle est installée, cette personne morale, c'est ce qu'on appelle son siège social. Je vous rappelle qu'il détermine, par exemple, notamment les impôts qu'elle va payer, cette personne morale. Est-ce qu'elle va les payer en France? Est-ce qu'elle va les payer à l'étranger? Et puis, je vous rappelle qu'une entreprise, elle naît au moment où elle est inscrite au RCS. Donc ça, c'est la petite particularité des personnes morales. Je reviens par rapport aux personnes physiques. On s'était quitté la dernière fois sur ce qu'on appelle les incapables. On avait vu qu'il y avait des personnes physiques qui, pour une raison ou pour une autre, n'allaient pas pouvoir justement disposer de certains droits pour des raisons diverses, par exemple parce que c'est des personnes qui ont un problème mental, ou alors parce que c'est des personnes qui n'ont tout simplement pas encore l'âge requis pour pouvoir avoir certains droits. On distingue deux types d'incapacité. L'incapacité de jouissance, c'est le cas où on vous a retiré entièrement un droit, ou en tout cas on vous l'a retiré provisoirement. C'est-à-dire que ni vous, ni une autre personne ne peut exercer ce droit. Ce droit ne vous est tout simplement pas accordé. Deuxième type d'incapacité, l'incapacité d'exercice. Là c'est différent. Vous avez le droit en question, mais vous ne pouvez pas l'exercer en votre nom. C'est quelqu'un d'autre qui va l'exercer à votre place. Alors, qui va être justement cette personne qui va l'exercer à votre place? Eh bien, ça va être justement un représentant. Le plus souvent, ça va être un tuteur. On peut vous représenter avec le mécanisme de la tutelle. C'est quelqu'un qui va exercer vos droits en votre nom. C'est quelqu'un qui va vous protéger, c'est votre représentant. Un mécanisme qui ressemble un petit peu à la tutelle, c'est la curatelle. C'est un mécanisme de représentation un tout petit peu moins important. Et puis enfin, vous avez la sauvegarde de justice. C'est le cas où une personne ne peut pas exercer un droit pendant une durée limitée la plupart du temps. Donc ça va être la protection la moins importante. Toujours est-il que quand vous avez une incapacité d'exercice, ça veut dire que vous avez un représentant qui va exercer vos droits à votre place. Alors, je ne sais pas, par exemple, vous avez un appartement, d'accord, et vous avez un tuteur. Eh bien, c'est votre tuteur qui va décider d'éventuellement louer ce bien immobilier ou alors de le vendre. Il y a toutefois une règle à respecter. Quand on est tuteur, quand on est curateur ou mandataire, eh bien, on va pouvoir faire deux actes par rapport au bien que possède la personne qui est protégée. Vous pouvez faire un acte de disposition ou bien un acte d'administration. Je m'explique. Imaginons qu'on ait une personne âgée qui commence à avoir des problèmes mentaux et qui est donc protégée par un tuteur. Cette personne âgée, elle est propriétaire d'un appartement en bord de mer.
Et son tuteur, eh bien, il va réfléchir à ce qu'il va faire de ce bien immobilier. Est-ce qu'il va potentiellement le louer à quelqu'un, puisque la personne âgée ne l'utilise plus, ou est-ce qu'il va même vendre ce bien? Alors, il faut distinguer les deux cas. Le fait de vendre un bien immobilier, c'est ce qu'on appelle un acte de disposition. C'est-à-dire que c'est un acte qui est grave, puisqu'on vend le bien à quelqu'un d'autre, et comme on estime que c'est un acte qui est donc très important, ça va nécessiter l'autorisation du juge. Autrement dit, si un tuteur décide de vendre un bien immobilier d'une personne qu'il protège, il va devoir demander l'autorisation du juge avant de le faire. S'il n'a pas l'autorisation du juge, il ne sera pas autorisé à vendre ce bien immobilier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les actes de disposition. C'est les actes les plus graves par rapport au bien que possède la personne qui est protégée. Deuxième cas de figure, un tuteur peut faire aussi des actes d'administration. Ça, c'est des actes qui sont moins graves. Par exemple, en tant que tuteur, vous pouvez décider de louer le bien immobilier que possède la personne âgée. Là, cette fois-ci, si vous faites un acte d'administration, comme le fait de louer un bien immobilier, vous n'allez pas avoir l'autorisation du juge qui est requise pour le faire. C'est-à-dire qu'un tuteur qui voudrait louer un bien immobilier d'une personne qu'il protège, il fait du coup un acte d'administration, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de l'autorisation du juge. Donc voilà la différence entre les actes de disposition et les actes d'administration. Les actes de disposition, c'est les actes les plus graves, qui nécessitent l'autorisation du juge, même quand on est tuteur. Et les actes d'administration, qui sont les actes un peu moins graves, qui là ne nécessitent pas l'autorisation du juge. Voilà pour les incapables, qui sont donc des personnes physiques, qui ne peuvent pas jouir ou exercer de certains de leurs droits. Donc ils seront protégés par un tuteur, un curateur ou un mandataire, et ils vont potentiellement faire ces deux types d'actes. Il me reste un dernier point à voir avec vous par rapport à ce chapitre, c'est la notion de patrimoine. Alors, qu'on soit une personne physique ou une personne morale, on a tous ce qu'on appelle un patrimoine. C'est-à-dire que chaque personne physique, comme vous et moi, on a un patrimoine. Chaque personne morale, donc par exemple chaque entreprise, a aussi un patrimoine. Qu'est-ce que c'est un patrimoine? En fait, c'est deux choses. C'est à la fois un actif et un passif. En fait, un patrimoine, on pourrait le représenter effectivement sous la forme d'un tableau, avec deux colonnes. Sur la gauche, l'actif, et sur la droite, le passif. Alors, j'explique ces deux termes. Qu'est-ce que c'est l'actif du patrimoine d'une personne? L'actif, en fait, c'est l'ensemble des biens que vous possédez et qui sont évaluables en argent. Par exemple, si dans 5 ans, grâce à votre futur métier, vous achetez, je ne sais pas moi, une voiture, et que vous êtes propriétaire de cette voiture, eh bien, cette voiture fera partie de votre actif. Imaginons d'autre part que vous ayez un compte en banque sur lequel il y a 5 000 euros. Eh bien, ces 5 000 euros font partie de votre actif. Donc l'actif, c'est ce que vous avez. Ok. À l'inverse, le passif, c'est vos dettes. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, vous avez des dettes et ça fait partie de votre passif. Donc imaginons que l'un d'entre vous doive de l'argent à un de vos camarades, je ne sais pas moi, vous lui devez 200 euros, eh bien ces 200 euros, ils font partie de votre passif, c'est-à-dire de vos dettes. Un petit peu de vocabulaire par rapport à ça. Quand on a une dette envers quelqu'un, on dit qu'on est débiteur de cette personne. À l'inverse, quand quelqu'un nous doit quelque chose, quand quelqu'un a une dette envers nous, on dit qu'on est créancier de cette personne. Le fait d'avoir une créance, c'est le fait que quelqu'un d'autre a une dette envers nous. Donc voilà pour le vocabulaire. Donc j'insiste sur le fait que chaque personne, que ce soit une personne physique ou une personne morale, a un patrimoine qui est composé d'un actif et d'un passif. L'actif, c'est l'ensemble des biens que vous avez, l'ensemble des droits que vous avez qui sont évaluables en argent, et le passif, c'est l'ensemble de vos dettes. Attention, dans ce patrimoine, on ne met pas les choses qui ne sont pas évaluables en argent. Par exemple, quand vous êtes une personne physique, vous avez le droit de voter. Ce droit de vote, c'est quelque chose que vous avez, et pourtant, il ne fait pas partie de votre actif. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évaluable en argent. On ne peut pas dire que le droit de vote, ça vaut, je ne sais pas moi, 1000 euros par exemple. On ne peut pas dire ça. Donc du coup, tout ce qui n'est pas évaluable en argent ne figure pas au patrimoine. Ce qu'on retrouve dans ce tableau, actif et passif, c'est uniquement ce qui est évaluable en argent. Voilà, donc on en a fini pour ce chapitre, donc vous retrouverez la synthèse sur Pronote avec donc, le résumé du cours qui cette fois-ci sera écrit.
Et puis, donc, je vous enverrai en milieu de semaine les exercices à faire par rapport à ce chapitre et on en aura fini. On passera au thème suivant la semaine prochaine. Merci à tous.